Pourquoi acheter des biens vendus aux enchères? En préambule, j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce que l'idée, je pense que si vous êtes là, c'est parce que acheter des biens aux enchères égale acheter des biens en dessous du prix du marché. C'est à la fois une réalité et à la fois une idée reçue. On est tous ici ce soir parce que les enchères, ça permet d'acheter des biens décotés. Maintenant, pas de fausses idées non plus. Tous les biens qui se vendent aux enchères ne sont pas des bonnes affaires et ne se vendent pas avec une décote. Il y a des pourcentages, je ne peux pas vous en donner un, ce serait totalement absurde, qui bougent d'un tribunal à un autre, mais voilà, c'est le postulat de départ, c'est que tous les biens ne sont pas des bonnes affaires. Maintenant, pourquoi s'intéresser aux enchères? Parce qu'il y a effectivement ce potentiel d'acheter des biens en dessous du prix du marché, en dessous de leur valeur de marché, et ça, sans avoir besoin de développer de réseau et sans avoir besoin de multiplier les visites et les offres. Et c'est quand même un sacré avantage en termes de gain de temps et humainement aussi, si on ne se sent pas d'aller réseauter à des soirées immobilières, de multiplier les visites parce qu'on n'en a pas le temps, pas l'énergie et qu'on veut agir tout de suite et passer à l'action rapidement. On ne veut pas perdre son temps à aller visiter 50 biens pour se faire un réseau d'agents immobiliers et accéder au fameux off-market du marché traditionnel. Les enchères, ça permet d'aller rapidement se positionner sur des biens avec une potentielle décote. Voilà, pour faire le point là-dessus. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, on va voir quelles sont ces fameuses clés à mettre en place quand vous commencez aux enchères ou alors si vous avez déjà commencé pour être bien plus efficace. Et je vois qu'on a des profils dans le chat qui sont déjà actifs, marchands de biens, habitués des ventes, 3e enchère, j'ai vu passer 6e enchère, mais on a aussi pas mal de débutants. Donc on va quand même mixer le discours en partant pour des profils très débutants et en poussant certains points plus poussés pour ceux qui sont déjà habitués. Et puis n'hésitez pas à me donner vos retours dans le chat sur votre expérience personnelle. J'aurai l'occasion de mentionner les miennes aussi. L'étape 1, quand vous commencez votre projet, c'est de le définir, votre projet. Alors vous allez me dire, Guillaume, t'es bien gentil, c'est évident qu'il faut définir son projet pour commencer. Et je vais vous dire oui, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Et je m'explique. Tous autant qu'on est, et je pense vous aussi si vous êtes honnête avec vous-même, quand on commence, on cherche un petit peu le mouton à 5 pattes et on se dit ok, à la base je suis là parce que je veux faire de l'investissement locatif, je veux un investissement patrimonial, mais je me ferme pas la porte non plus à un achat-vente. L'idée de ça, c'est en soi tout à fait louable, mais si déjà à la base votre projet il est flou, toute la suite elle va être floue, elle va être plus compliquée parce que vous allez avoir du mal, vous allez ouvrir un entonnoir qui est tellement grand que finalement vous allez avoir du mal à cibler véritablement les biens qui correspondent à vous, à votre recherche, à votre budget, etc. Et on va le définir ensemble, votre budget, votre recherche, votre secteur. C'est là-dessus qu'on va travailler ensuite. Première étape, c'est qu'est-ce que je veux? Est-ce que vous voulez un investissement locatif ou est-ce que vous voulez un achat-revente? Pourquoi? Parce que d'abord, peut-être que vous allez faire appel, pour l'immense majorité d'entre vous, à un emprunt bancaire. Et ce serait dommage de s'en passer parce qu'on est dans un pays où on a accès à l'emprunt bancaire avec de très bonnes conditions. Donc c'est dommage de monopoliser beaucoup d'apports personnels, beaucoup de fonds propres sur des opérations où on peut aller lever de l'emprunt. Sauf que investissement locatif contre achat-revente, les conditions d'emprunt ne seront pas les mêmes. Et quand je vais aller à la banque, il faut bien tracer, définir mon projet correctement. Et il faut aussi vous dire que les conditions dans lesquelles vous allez réaliser votre projet pour un investissement locatif ne vont pas être les mêmes que pour un achat-revente. Pour un investissement locatif, qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez un bon rendement. Vous cherchez à réaliser, à garder un bien en patrimoine qui a un bon rendement, qui va bien vous rémunérer. Et à l'inverse, quand vous êtes sur une opération d'achat-revente, votre vision, elle n'est pas long terme, elle est court-termiste. Donc, c'est plutôt à l'instant T, qu'est-ce que je peux réaliser comme plus-value, donc rentrer comme trésorerie avec cette opération. Ça signifie que d'un côté, j'ai des biens, je vais cibler des secteurs et des biens que je veux garder en patrimoine avec des exigences qui sont propres à ça. Je veux connaître le secteur, je veux savoir où je mets les pieds, être en sécurité avec ce que je fais puisque je vais le garder sur le long terme, versus achat-revente où
Je ne veux pas garder le bien sur le long terme, donc je suis prêt à m'ouvrir à d'autres critères, à d'autres secteurs où je suis peut-être moins sécure sur le moyen et long terme, mais je m'en moque, puisque le bien, je ne veux pas le garder. Je veux l'acheter et le revendre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je peux en tirer à court terme. Est-ce que c'est OK pour vous? Investissement locatif contre achat-revente. La clé numéro 2, maintenant qu'on a défini son projet, c'est d'aller définir, vous allez définir votre budget. Définissez votre budget, ça passe par quel emprunt bancaire, combien je peux emprunter, quel sera mon apport, et tout ça, ça va me donner mon enveloppe tout frais inclus. Et le maître mot là-dedans, quand on va faire appel à l'emprunt bancaire, c'est l'anticipation. On est ici dans le marché des enchères immobilières avec des spécificités qui est liée au fait que c'est une procédure devant un tribunal. Il n'y a pas de faculté de se dédire. Il n'y a pas de conditions suspensives d'emprunt bancaire. Une fois que vous avez remporté les enchères, vous ne pouvez pas dire non, moi j'ai un refus de prêt de ma banque, finalement je me dédie, je me sors du bien. Ça n'existe pas, ça n'est pas possible. Donc, on ne va pas vous forcer à acheter le bien. Par contre, vous aurez à payer des intérêts de retard si vous payez plus tard que prévu. Et sinon, vous aurez quand même des frais à payer sur des frais de procédure. Parce que vous avez généré des frais supplémentaires du fait de votre absence de financement, de votre échec finalement à financer le bien que vous aviez acheté, que vous étiez engagé à acheter. Ensuite, l'apport. L'apport, on va le développer dans les slides qui suivent et on va mettre en corrélation l'apport que vous allez faire et les liquidités dont vous avez besoin. Et vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Et enfin, avant de développer cette partie apport et liquidité, il faut bien conscientiser qu'on parle ici d'enveloppe tout frais inclus. On est encore une fois sur le marché des enchères et l'enveloppe que vous devez définir, votre enveloppe globale, c'est votre apport plus combien vous allez emprunter, plus votre enveloppe d'emprunt bancaire. Par exemple, vous empruntez 150 000 euros et la banque vous dit « Ok, moi j'ai besoin d'un apport pour vous financer de 10%. » Ça veut dire que vous empruntez 150, plus 10% de 150, c'est 15 000 euros. Donc, vous pouvez avoir un projet à hauteur de 165 000 euros. Il faut que dans cette enveloppe-là, tout soit inclus. C'est-à-dire quoi? Le montant du bien en lui-même, l'adjudication à la barre du tribunal, vos travaux, comme d'habitude, si vous prévoyez des travaux comme sur le marché traditionnel, et aussi tous les frais annexes qui sont liés au mode d'achat que sont les enchères immobilières. Et on va y revenir derrière plus en détail aux frais. Mais voilà, le maître mot, l'anticipation.